Merci. En novembre 2009, au 5e congrès de Québec solidaire, on a jeté les premiers jalons de notre programme pour construire une société basée sur la justice sociale, basée sur la protection de nos écosystèmes. On a dit que pour réaliser ce projet de société, il faut élargir, il faut améliorer la démocratie. Comment améliorer, comment approfondir la démocratie? Au congrès de novembre 2009, on a commencé à répondre en ces termes, en disant qu'il fallait établir des rapports plus égalitaires entre les différentes composantes de notre nation, entre les citoyens et les citoyennes, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur orientation, leur religion, pour faire du Québec un pays de diversité, un pays laïque et pluriel. Ensuite, on a dit qu'il fallait établir également l'égalité entre les différentes régions du Québec. Des rapports plus égalitaires basés sur une décentralisation des pouvoirs pour donner le plus possible aux régions le pouvoir qui leur appartient en les dotant d'un financement autonome à partir des ressources immenses qu'on extrait actuellement de leur territoire et qui échappent aux régions, qui échappent à leur développement, qui échappent à leur contrôle. Parce que sans financement autonome, il n'y a pas de pouvoir véritable. Or, Québec solidaire a été le premier à mettre dans son programme que le pouvoir aux régions devait être accompagné d'un financement autonome aux régions pour faire du Québec un pays de fortes régions. Ensuite, évidemment, sur le plateau, on trouve que les régions à Québec solidaire ont trop de force et trop de... On a dit aussi qu'il faut établir des rapports plus égalitaires et pacifiques entre notre nation et les autres peuples du monde, à commencer par les Premières Nations du Québec, des nations autochtones et les Inuits, pour faire du Québec un pays pacifique. En novembre 2009 toujours, que pour tout ça, pour faire du Québec un pays d'égalité, de diversité, un pays laïque et pluriel, un pays aux fortes régions, en rapport pacifique avec les autres peuples, eh bien, il fallait faire du Québec un pays indépendant. Un pays indépendant, bref, un pays tout court. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit lorsqu'un pays est indépendant, parce que le Québec est une nation unique, par son territoire, par son histoire, par sa culture, en constante évolution, certes, mais toujours alentour d'une langue commune, qui est le français, auquel on est très rattaché, et je dirais même un peu, sinon beaucoup, amoureux. Donc le Québec... En cette fin de semaine du mois de mars, très froid à l'extérieur, mais très chaud dans le cœur et dans la tête de tous les gens qui ont débattu toute cette fin de semaine ici en congrès, nous avons convenu que pour approfondir la démocratie qu'on a commencé à délimiter et à approfondir lors de notre dernier congrès, il faut ajouter une autre dimension. Cette exigence démocratique, c'est d'assurer la pleine égalité entre les femmes et les hommes. Une démocratie évoluée doit reconnaître et donner économiquement aux femmes la pleine part qui est la leur dans la construction de notre monde, dans le bien-être de notre société, avec cette approche féministe d'ailleurs de l'économie. Notre parti cherche par exemple à mieux reconnaître le travail non rémunéré, pourtant si essentiel à notre existence,
Pensons au travail domestique qui repose encore et toujours trop grandement, de manière trop déséquilibrée, sur les épaules des femmes en société. Sans parler de tout ce qu'on a débattu et qu'on fait pour reconnaître qu'il faut absolument, de toute urgence, augmenter le salaire minimum. Parce que quand on parle du salaire minimum, 6 fois sur 10, on parle de femmes. Sans parler de l'amélioration des conditions qui entourent le travail à temps partiel, ou encore de la nécessité de réduire le temps du travail, de reconnaître le temps pour sa pleine valeur, en reconnaissant également qu'il faut sans doute moins travailler si on veut accorder plus de temps à la vie. Mais tout ça, c'est en fait l'approche féministe de l'économie. C'est cette vision plus équilibrée de notre rapport avec notre existence, mais aussi du rapport entre les femmes et les hommes, et pour les femmes et pour les hommes, dans la vie comme dans le travail. Cette vision féministe de l'économie, une économie solidaire et écologique aussi, ne peuvent être possibles, cependant, que si notre peuple assure, de manière collective, un contrôle plus démocratique de l'économie. C'est l'enjeu principal, donc, de notre congrès cette fin de semaine. Nous voulons, on l'a déjà dit, il y a plus d'1 an, nous voulons dépasser le capitalisme. Parce que nous sommes d'avis qu'on n'est pas condamnés indéfiniment à voir les inégalités accroître. On n'est pas condamné à voir nos ressources naturelles pillées par les multinationales qui, actuellement, malheureusement, ont la part belle du contrôle de nos richesses. Godin, déjà, je vous invite ardemment à voir le documentaire qui a été fait par un jeune cinéaste dont malheureusement j'ai oublié le nom. Simon Beaulieu, qui a été lancé le 18 mars dernier, que j'ai eu le bonheur de voir, dans lequel déjà, au milieu des années 70, Godin exprime son ras-le-bol de cette économie. En fait, il dit qu'il y en a son ardent voyage d'une économie faite par et pour les écartés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les beaux millions mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les peddlers du fédéralisme enculatif. C'est pas moi. La ratatouille du pot de vin. Les taches de graisse sur la conscience d'une économie au service du plus fort, du plus riche, du malheureux. Alors nous, à Québec solidaire, on dit il n'y a pas de temps plus opportun, plus nécessaire de dépasser cette économie-là, de dépasser ce capitalisme auquel on n'est pas condamné. Il faut partout, c'est ce qu'on a dit dans ce qu'on a résolu à date, il faut partout où c'est possible et nécessaire socialiser l'activité économique en favorisant une économie publique forte, faite d'entreprises d'État, surtout de grandes entreprises nationalisées de certains secteurs stratégiques. On a parlé des énergies, on a parlé des mines, mais quand il le faut, sans doute les banques, je ne sais pas si on en a discuté encore, je n'étais pas là la dernière heure, on verra, les pharmaceutiques, quand c'est nécessaire, pas en nationalisant nécessairement, mais en ayant de grandes entreprises sous contrôle public. Pourquoi? Pas pour faire des monopoles d'État, quand c'est pas nécessaire. Parfois c'est nécessaire, on l'a fait avec Hydro-Québec, mais pas nécessairement pour faire monopole d'État, mais dans le but, en créant ces entreprises-là sous contrôle majoritaire, et s'il le faut jusqu'à 100%, dans le but surtout de faire concurrence et de briser les oligopoles privés actuels qui existent. Les oligopoles privés. Mais une économie domestique, je m'excuse,
une économie démocratique. En fait, une économie domestique est rarement démocratique à l'heure actuelle. Mais une économie démocratique et durable ne peut pas être uniquement constituée d'entreprises publiques ou collectives. On peut aussi socialiser l'économie à travers les coopératives, les entreprises d'économie sociale, des services communautaires autonomes. On peut entraîner un transfert en fait massif de l'activité économique et de l'emploi vers des secteurs et des entreprises de production et de services, mais qui ont une finalité sociale et qui répondent aux exigences écologiques importantes et élevées que notre société veut instaurer. C'est une question de choix de société. C'est la question, en fait, des finalités de l'économie. L'économie est au service de qui, en fait? L'économie doit profiter à qui? Nous, on dit à tous que la prospérité doit être partagée réellement au service de tous. Mais on a dit hier que cette exigence peut très bien se réaliser en préservant une place au secteur privé, particulièrement les petites et moyennes entreprises. On a dit une certaine place qu'il faut baliser pour rencontrer nos exigences démocratiques, nos exigences féministes, nos exigences environnementales, en fait celles que nous allons faire à travers le processus de la Constituante. Si Québec solidaire est au pouvoir pour établir démocratiquement, de manière participative, c'est quoi ces exigences auxquelles doivent se soumettre les PME ou toute entreprise, qu'elles soient petites, grandes, privées ou publiques, les exigences de la société au service de tous. Mais il y a de la place au secteur privé d'abord parce qu'on va tout mettre en place pour éviter son hégémonie actuelle, l'hégémonie du grand capital, pour éviter que, comme aujourd'hui, ce soit les grands capitaux qui décident de tout en lieu et place des États, des sociétés, des peuples. Dans cette perspective-là, Québec solidaire aujourd'hui, avec le programme qu'on est en train maintenant de compléter, il y en a à venir, mais déjà on a un grand pan entre nos mains, une vision, qui par exemple à la question que pose une revue que je vous invite de temps en temps à consulter, Alternative économique, qui vient de produire un hors-série en, je pense, 70 ou 80 pages et qui porte le titre « Et si on changeait tout ?» Nous on dit oui. On peut envisager une manière démocratique, avec un point de vue féministe et écologiste, de changer tout, sans briser rien, sans briser la société et surtout en protégeant la nature. Quand on nous demande est-ce qu'on peut mettre fin aux conditions viles de travail dans lesquelles encore des millions de gens, et même au Québec, des centaines de milliers de gens vivent dans la précarité, au bas de l'échelle économique, on dit oui, on peut changer ça. Quand on nous demande est-ce qu'on peut transférer une bonne partie de l'activité économique entre les mains des collectivités, entre les mains des coopératives, entre les mains autogérées des travailleurs, oui, on peut faire ça. Quand on nous demande si c'est possible, par exemple, d'intégrer les travailleurs à tous les échelons de la décision, y compris dans les entreprises, en plein contrôle ou au moins à 50%, comme c'est envisagé dans certaines démocraties évoluées, au sein des directions d'entreprise, on dit oui, on peut faire ça, pourvu qu'on fasse les bons choix de société, les bons choix des finalités, parce que l'économie doit être, non pas pour l'économie, l'économie ne doit pas être uniquement pour l'activité de production sans fin, pour une croissance infinie, mais l'économie doit répondre à la seule exigence qui soit, c'est l'exigence de la vie des gens en société et de la vie tout court. Merci beaucoup. Soutenable,
Acceptable. Je pense qu'on est pas mal fiers de notre député. Et qu'on se prépare à en avoir plusieurs du même calibre. D'autres hommes et d'autres femmes aussi. Alors, moi, je veux vous dire un mot simplement sur un enjeu qui nous confronte tout de suite, ici et maintenant. Il s'adonne que notre congrès, c'était pas franchement prévu, se tient en même temps que sont déclenchées des élections fédérales. Et cela nous touche, ne l'oublions pas. Je veux lancer ici, solennellement, un appel à nos concitoyennes, à nos concitoyens du Québec, pour que l'on indique ceci aux conservateurs de Stephen Harper. Il n'y a pas de place ici pour un parti dont les orientations vont totalement à l'encontre de valeurs largement partagées par la collectivité québécoise. Ces valeurs-là, ce ne sont pas seulement celles de Québec solidaire. Je suis convaincue qu'elles sont partagées très largement. La justice sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement d'un Québec vert, le respect des droits humains fondamentaux, la solidarité internationale, la démocratie, la défense de la culture et de la langue française. Ce gouvernement, le gouvernement Harper, tout minoritaire qu'il ait été, est allé beaucoup plus loin que ses prédécesseurs en mettant en œuvre des politiques de droite inspirées directement par les républicains et le Tea Party des États-Unis d'Amérique. Nous sommes devant une droite dure, impitoyable au plan politique, économique, social et moral. Quelques exemples. Ça va être important de s'en rappeler, il faut aller parler avec les gens. On a cette année le plus gros budget jamais adopté au niveau de la défense nationale, 20 milliards de dollars, dont une partie vient de nos impôts, ici, au Québec. Alors qu'au Québec, nous n'avons jamais décidé que nous voulions aller en Afghanistan et nous avons encore moins décidé que nous voulions prolonger la mission en Afghanistan. Deuxièmement, c'est le gouvernement de l'obsession sécuritaire. Et au nom de cela, ce gouvernement ne respecte même pas les droits humains fondamentaux de ce qu'il appelle les présumés terroristes sous le coup des certificats de sécurité. Emprisonnement sans procès, pas de défense pleine et entière de la part de leurs avocats. Les gens ne savent même pas de quoi ils sont accusés, leurs avocats non plus. C'est ce gouvernement qui fait ça. Fermeture rigide et inhumaine devant l'accueil des réfugiés. Le Canada est maintenant l'un des pays au monde qui, proportionnellement à sa richesse, accueille le moins de réfugiés dans le monde. Refus obstiné du Canada, du gouvernement Harper, de remplir nos obligations nationales et internationales en matière d'environnement, alors que les signaux d'alarme se multiplient sur la planète en matière de changement climatique, et cela a des impacts importants non seulement sur la nature, mais sur les êtres humains. Ce gouvernement nie aussi les droits des femmes. On sait très bien qu'il s'est organisé pour qu'un projet de loi privé se rende jusqu'en troisième lecture. On est quelques-unes et quelques-uns, j'espère, à avoir du chaud. Finalement, ça n'est pas passé. C'était un projet de loi qui visait à nous faire reculer de façon importante en matière d'avortement. Attention, ça pourrait revenir. Vous savez aussi que ce gouvernement qui dit vouloir aider les mères et les enfants dans les pays du tiers-monde refuse de soutenir des organismes qui font la promotion de la contraception et de l'avortement. Ce gouvernement opère des coupes sévères dans les groupes de femmes et je vous dis aujourd'hui que la Fédération des femmes du Québec est en danger financier. Ce gouvernement criminalise les jeunes délinquants, alors qu'au Québec, nous avons choisi depuis longtemps de les réhabiliter.
Ce gouvernement construit des prisons alors qu'il y a moins de criminalité au Canada et que cet argent servirait de façon intéressante à construire des logements sociaux pour tout le monde et en particulier pour les peuples autochtones vivant dans des réserves dans des conditions inacceptables. On est devant un gouvernement qui a fait des coupes épouvantables dans la culture et que ces coupes font mal aux artistes, particulièrement à celles et ceux de la relève. Je n'ai aucune hésitation à dire qu'on est devant un gouvernement d'ignorants. Et finalement, ce gouvernement tout minoritaire est-il été a opéré combien de fois des dénis de démocratie? Rappelez-vous tout ce qui est arrivé à l'organisme, justement, dont le nom est Droit et démocratie. C'est un gouvernement qui raconte des mensonges au Parlement et qui opère un manque absolu de transparence. À l'heure où le Québec tout entier s'inquiète et réclame de ses politiciens une éthique exemplaire, nous ne pouvons tolérer un gouvernement conservateur qui, même minoritaire, se comporte en autocrate. Il faut alors se demander qu'est-ce qu'il arriverait s'il devenait majoritaire. Alors, mon appel s'adresse non seulement aux membres de Québec solidaire, mais à toutes les électrices et à tous les électeurs du Québec. Franchement, là, on ne peut pas, on ne doit pas voter conservateur. Vous le savez, les gens le savent, d'autres choix sont possibles. Il y a d'autres partis, il y a d'autres candidates et candidats. Dans certains cas, des candidats progressistes, préoccupés des droits des femmes et des minorités, de même que de l'environnement. Des candidatures proches des besoins, des préoccupations des gens, dans les villes, dans les régions, partout. Des candidatures qui font avancer le Québec, qui s'opposent au délire guerrier des conservateurs et soutiennent la solidarité entre les peuples. Voilà le seul choix possible et c'est le choix de Québec solidaire. Ouais. Donc compris, mes amis, qu'on a du travail à faire durant cette campagne électorale fédérale, ne serait-ce que partout où on se trouve, d'aller parler avec les gens, d'expliquer ce que je viens d'expliquer. On a parfois la mémoire courte, on a oublié des petits bouts de la gouvernance de ce gouvernement. Il faut le rappeler aux gens. Et vraiment, là, c'est non conservateur. Il y a d'autres choix possibles, mais faites vos choix, mais pas celui-là. En terminant, juste un petit mot, très bref, pour vous dire au revoir. On se comprend bien? C'est pas adieu. C'est au revoir, puis c'est seulement jusqu'au 1er août. Vous le savez, je quitte quelque temps, tout simplement pour écrire modestement et sans prétention un petit livre où je veux essayer de proposer ma vision d'un Québec qui fait la part belle à un certain art de vivre, où le bien commun est central, où chaque personne, homme ou femme, trouve sa place. Et je serai donc de retour parmi vous à temps pour qu'on commence une année cruciale, avec les élections qui finiront bien par arriver. Et donc, je vous annonce aussi en même temps que pour me remplacer durant cette très brève période dans mon rôle de porte-parole, Émilie Guillemont-Bélanger, responsable de la Commission nationale de...
l'ai recrutée l'année dernière pour aller au comité, pour venir au comité de coordination. Je suis pas peu fière qu'elle me remplace durant ces 3 mois. J'avais quasiment envie de dire, bon, je sais pas comment dirais-je, une personne un peu moins jeune, disons, se fait remplacer par une des plus belles et intelligentes représentantes de la relève féminine et féministe à Québec solidaire. Alors, on est extrêmement heureux. Ouais!